Il y a maintenant un exemple, une règle particulièrement importante dont on a déjà vu un exemple. On a vu comment travailler avec les puissances, où est-ce que le truc à l'intérieur, la base, n'était pas nécessairement la variable x tout seul. Ça aurait pu être une autre fonction. Par exemple, quelque chose dans le style au moins x au carré plus 2 à la 17, mettons. Alors, j'ai une puissance, c'est un entier, puis j'ai un truc à l'intérieur. Bon, ici, c'est un polynôme. C'est pas obligé d'être un polynôme. Ça pourrait être n'importe quoi à l'intérieur, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. Puis on s'est servi d'une règle qui dit, ben, on la traite comme si c'était une puissance au départ. Fait qu'on fait 17 fois x carré plus 2 à la 1 de moins 17, c'est 16. Puis on multiplie ça par la dérivée du terme à l'intérieur ici. Ça, c'est un exemple particulier d'une règle qui s'appelle la règle de dérivée en chaîne. C'est une règle qui nous permet de dériver des compositions de fonctions. Si on est capable d'écrire une fonction comme étant la composition de g et de h, ben, la règle de dérivée en chaîne va nous permettre de dériver ça. Dans l'exemple que je vous ai donné ici, la fonction à l'interne, c'est h, puis la fonction qui fait l'exposant à la n, c'est g. Fait que g de n'importe quoi, ça prend n'importe quoi à la n, puis h de x, ça fait x carré plus 2. C'est ça qu'on veut dire. Fait que quand on écrit une fonction de cette façon-là, comme on a vu au chapitre 4, la composante externe de la composition, c'est g. On le voit, il se trouve à l'extérieur. Puis h, ben, c'est sa composante interne. C'est ce qui vient à l'intérieur des parenthèses de g. En général, ça ne sera pas le cas que la composition de g avec h, ça va être la même chose que la composition de h avec g. Souvent, là, les gens vont lire ça comme étant g rond h. C'est g rond h. Ben, g rond h, c'est pas la même chose en général que h rond g. Par exemple, si vous prenez la fonction g qui est x au carré plus 1 sur 3x à la 17 plus 2, puis vous prenez la fonction h de x qui est x au carré plus 1, ben, qu'est-ce que c'est g rond h? Dans g rond h, c'est h qui joue le rôle de h joue le rôle de la composante interne, puis g joue le rôle de la composante externe. Fait que je commence par calculer g de h. Fait que g, ce que ça fait, c'est que ça prend n'importe quoi que vous lui donnez, ça l'élève au carré, ça rajoute 1, ensuite ça divise par 3 fois n'importe quoi à la 17 plus 2. Puis ici, mon n'importe quoi, ben c'est pas vraiment n'importe quoi, c'est h de x. Fait que g de h de x, ça serait h de x au carré plus 1 divisé par 3 fois h de x à la 17 plus 2. Là, ben si vous faites ce que vous remplacez, h de x, c'est pas n'importe quoi, c'est x au carré plus 1 pour nous ici, là. Fait que ça nous fait x au carré plus 1 au carré plus 1 divisé par 3 fois x au carré plus 1 à la 17 plus 2. Si au contraire, vous faites h rond g, maintenant c'est g qui joue le rôle de la composante interne, puis h qui joue le rôle de la composante externe. Fait que h de n'importe quoi, ça prend n'importe quoi, ça l'élève au carré, ça rajoute 1. Fait que h de n'importe quoi, si le n'importe quoi c'est g, ça va être g de x au carré plus 1, puis ben g de x, ça se trouve être cette expression-là, fait qu'on va prendre ici. Puis là, ben, vous voyez bien que les deux expressions ne sont pas les mêmes expressions. C'est pas égal, ces trucs-là. Faut faire attention. La règle de dérivée en chaîne marche très bien. C'est facile à s'en souvenir, surtout avec la notation de Leibniz. Laissez-moi vous l'écrire au complet. Si vous avez une fonction qui a la composition entre g et h, la composition de g avec h dans cet ordre-là, la dérivée, ça s'évalue facilement. Vous commencez par calculer la dérivée de la composante externe que vous évaluez en la composante interne, puis vous multipliez ça, la dérivée de la composante interne.
La démonstration est compliquée. Je vous la donne pas, je vous la montre même pas dans les notes. Là, c'est trop complexe. Mais c'est une règle qui est excessivement utile. Puis quand vous l'écrivez avec la notation de Leibniz, moi je la trouve particulièrement utile. La dérivée de y par rapport à x, ça va être la dérivée d'y par rapport à une variable intermédiaire u, qui en général est donnée par h de x, fois la dérivée de u par rapport à x. Ou encore la dérivée de la composante externe fois la dérivée de la composante interne. Il faut se souvenir évidemment qu'on va évaluer la composante externe en u, pas en x. Faire attention avec ça. Vous pouvez peut-être même vous imaginer là, que du au dénominateur et du au numérateur peuvent s'annuler. Je vous rappelle, ça marche pas de même. Hein. Ce que ça veut vraiment dire ici, c'est que j'ai la dérivée par rapport à u de y fois la dérivée par rapport à x de u. Donc là, ça n'a pas vraiment de sens de débarrasser du du puis du du, c'est pas la même chose. Mais on peut s'en servir comme truc mnémotechnique pour se rappeler de la règle de dérivée en chaîne. C'est essentiel que vous sachiez comment dériver en vous servant de la règle de dérivée en chaîne. Fait que je vais vous demander de prendre le temps d'essayer d'identifier dans chacune des fonctions ici ce qui va jouer le rôle de la composante externe, ce qui va jouer le rôle de la composante interne, puis vous rappeler d'appliquer la règle comme il faut l'appliquer. Quand vous serez prêt à recommencer, on partira la vidéo. La composante interne du premier truc, c'est ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses 2x à la 3 plus 1. La composante externe, c'est le truc à la 8. Et là, selon la règle, de dérivée en chaîne, je veux dire, la dérivée de f, ça va être g de h de x, g' de h de x fois h' de x. Ça, c'est en supposant bien sûr que votre fonction f de x, c'est g de h de x. Alors, vérifiez que g de h de x, ça vous donne vraiment ce truc-là avec le choix de g puis de h qu'on a fait ici. Séparément, ça serait pas de mauvaise idée de faire les dérivées. Fait que la dérivée de h de x, c'est un polynôme 3, on l'abaisse. On se retrouve avec 6x au carré, plus 1, ça devient 0. La dérivée de x est 8x à la 7. Et là, pour simplifier la tâche, je crois que c'est pas essentiel de le faire, je vais remplacer mes x ici par quelque chose d'autre. Je vais les appeler blah. Okay. Ça nous dit la même chose, j'ai juste changé le nom de la variable, j'ai pas changé la règle. Fait que la dérivée de f, c'est la dérivée de g, puis g, on sait c'est quoi, ça va être 8 fois le bras, mais là le bras c'est ce qu'il y a à l'intérieur, puis ce qu'il y a à l'intérieur, c'est h de x. Je vais l'écrire, 8 fois h de x à la 7, fois h' de x, qui est 6x au carré. Si vous n'avez pas de problème à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, vous n'avez pas besoin de faire le blas. Mais le truc ici. Mais en général, les erreurs que je vois, c'est que les gens ont de la misère à comprendre ce que ça veut dire d'évaluer une fonction ou d'évaluer la fonction dérivée à cet endroit-là. Le truc ici, là, c'est l'entrée de la fonction. Hein, on a une fonction g' de x. Quand vous lui donnez quelque chose, bras, elle vous redonne 8 fois le bras de 7. Alors, vu de même, je devrais même pas écrire le 2x ici, là. En boîte, ce serait la boîte g'. Fait que si ça se trouve que vous lui donnez h de x, ce qui va ressortir, ça va être 8 fois h de x à 7.
Encore une fois, si vous comprenez ça, c'est pas un problème. Si vous avez de la misère à voir pourquoi ça devrait être ça, il faut prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe. Puis h de x, on l'a ici, c'est 2x à la 3 plus 1. Essayons la suivante. Je vais servir de la notation de Leibniz, étant donné que c'est écrit comme ça. Fait que j'ai besoin de trouver un U là-dedans. U, ça va être, je vais me servir de ce qu'il y a qui se répète. C'est souvent un terme qui se répète. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est un terme qui se trouve entre parenthèses, mais souvent, c'est un terme qui se répète aussi entre parenthèses. Fait que si je vais prendre U comme étant x au carré plus 1, fait que là, Y, je peux l'écrire comme étant U au carré plus 1 sur 3 fois U à la 17 plus 2. J'ai fait une transformation de substitution. Puis si c'est le cas, ben, je vais avoir besoin plus tard de calculer la dérivée d'y par rapport à u, puis la dérivée de u par rapport à x. Je peux le faire. Je vais commencer avec la dérivée de u par rapport à x, elle est plus facile. C'est un polynôme, ça me fait 2x. Et finalement, la dérivée de y par rapport à u, ben, c'est un quotient. Un quotient, comment est-ce qu'on s'y prend? On dérive le numérateur. Fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, multiplier ça par le carré du dénominateur. On va finir le calcul un peu plus loin. Fait que la dérivée du numérateur, c'est 2u. La dérivée le dénominateur, il ne change pas, c'est 3u17 plus 2, moins le numérateur qui ne change pas, fois la dérivée du dénominateur, ça me fait 17 fois 3, 3 fois 10, 30, 3 fois 7, 21, ça fait 51 fois u à la 16, puis je divise ça par, j'ai écrit un 2 ici, excusez-moi là, 3 u à la 17 plus 2 au carré. Je pourrais simplifier, mais pour l'instant, je vais le laisser de même. Parce que quand vient le temps de faire ma dérivée de y par rapport à x, ça va être la dérivée de y par rapport à u, fois la dérivée de u par rapport à x. Avec la dérivée de u par rapport à x, ici c'est 2x. La dérivée de y par rapport à u, c'est ce truc-là, que je mettrai ici. Cependant, le problème est posé en x, alors vous devez donner une réponse qui est en x. Comment est-ce qu'on fait la réponse en x? C'est pas difficile. Après ça, on remplace tous les u par ce que c'est supposé être en x. Je vais l'écrire ici. Ça me fait 2 fois x au carré plus 1 fois 3 fois x au carré plus 1 à 17 plus 2 moins u au carré plus 1, ça fait x au carré plus 1 au carré, ça c'est la partie qui est u, plus 1 fois 51 u à la 16, 51 x au carré plus 1 à la 16, puis tout ça divisé par 3 fois x au carré plus 1 à la 17 plus 2 au carré. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la valeur de u parce que c'était en x là-dedans. Puis je prendrais ce truc-là, je le multiplierais par 2x, puis j'aurais ma dérivée. Fait que c'est pas bien joli comme réponse, mais c'est calculable. Faut juste pas faire d'erreur, comme par exemple, j'avais écrit prime ici, mais il faut se rappeler que c'est un 2, il faut se rappeler de la règle du quotient, puis qu'il y a un moins ici. Fait que c'est faisable. C'est encombrant. C'est pas joli, mais écoutez, c'est pas surprenant. Au départ, la fonction était pas une fonction qui était jolie. C'est une fonction qui est compliquée. On peut pas s'attendre à ce que la dérivée d'une fonction compliquée soit simple. Ça se peut que ça arrive de temps en temps, par accident. Mais en général, ça devrait pas être bien simple.
finalement, on va faire la dérivée de Q par rapport à T. Alors, Q, c'est un... T, ce sont mes nouveaux noms de variables. J'aurais pu l'appeler FPX ou bien YPX. Si je me rappelle bien, j'ai besoin de trouver une fonction qui va être la composante interne, puis une fonction qui va être la composante interne. C'est souvent le cas, quoique c'est pas toujours le cas, que la composante interne, c'est ce qui se retrouve à l'intérieur de la parenthèse, puis la composante externe, ben, c'est ce que je dois utiliser comme forme fonctionnelle pour pouvoir retrouver la fonction dans son entièreté si je remplace h de t par OK. Fait que selon la règle, ça va être, je me retrouve avec g rond h ici, ça va être la dérivée de g en h de t fois la dérivée h de t. La dérivée de g, ben, c'est pas difficile, g, c'est un polynôme. La dérivée, c'est 2h. Ou 2, ben, 2, bah. Si je me retrouve avec 2h de t fois la dérivée de ce truc-là, h'. Fait que là, il faudrait que je le refasse. Puis vous pouvez décider de le refaire, sauf que vous allez vous rappeler peut-être que ces deux fonctions-là, même si ont l'air complètement différentes, utilisent les mêmes deux termes. Dans le premier cas, cette fonction-là, h, était la composante externe. Maintenant, c'est la composante interne. Puis dans le premier cas, le g, c'était la composante interne. Maintenant, c'est la composante externe. Mais on l'a déjà calculé, la dérivée. Là. Le fait que la dérivée de g, c'était 2 fois le truc à l'intérieur, c'était la même chose que ce qu'on avait dérivé u par rapport à x. Fait que vous pourriez, en théorie, revenir chercher le travail que vous avez déjà fait. On va le refaire du départ parce que peut-être que vous n'avez pas auparavant fait le problème inverse. Fait que trop souvent, ça prend du départ. Fait que c'est la dérivée du numérateur. Là, je vais le faire directement. Fois le dénominateur. Moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur divisé par le dénominateur au carré. Puis ben h, qu'est-ce que c'est? On se rappelle, c'est le truc qui est ici. Ça fait que ça fait 2 fois t au carré plus 1 divisé par 3t à la 17 plus 2 fois le truc qui est là. Je le réécrirai pas là. Encore une fois, c'est pas une belle dérivée. Le résultat n'est pas joli à regarder. Il y a des simplifications à faire, ça va être long, c'est laborieux. Il y a de fortes chances que vous fassiez des erreurs en cours de route. Mais c'est pas grave, le principe est le même. Okay? Puis si vous essayez directement de faire la dérivée en commençant par faire l'expansion, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Fait que la dérivée en chaîne, ce que ça vous donne, c'est un raccourci pour faire les dérivées qui vous intéressent. Mais il faut s'attendre à ce que les trucs soient pas jolis. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez les solutions. Vous voyez, là, c'est vraiment pas joli. On peut se servir de ça, de cette règle-là, pour calculer la règle ou la dérivée d'une fonction inverse. Je vous laisse les diapositives ici. C'est pas quelque chose que je vais couvrir en classe. Alors, je vous poserai pas de questions sur ces trucs-là spécifiquement, mais ça se peut qu'on se serve plus tard du résultat de la dérivée de la fonction inverse pour faire ce qu'on aimerait faire. On va terminer le chapitre en vous montrant comment on pourrait résoudre le problème classique qui avait été donné au début du chapitre 2, c'est-à-dire de trouver la droite tangente au cercle à un point particulier.
Et on va faire ça sans se servir du résultat géométrique qui disait que le rayon du cercle est perpendiculaire à sa tangente. Parce que si vous ne connaissez pas de géométrie, si vous ne connaissez pas ce résultat-là géométrique spécifique, vous ne pourrez pas vous en servir pour trouver l'équation de la tangente au cercle. Comment est-ce qu'on peut se servir du calcul différentiel pour trouver la réponse?